J'ai payé leur FIV quand ils étaient en difficulté. Des années plus tard, j'ai demandé si je pouvais assister au récital de ma petite fille. Ma belle-fille a répondu, ce n'est pas un zoo. Tu ne te pointes pas quand ça te chante. Mon fils a texté, tu n'es plus la bienvenue. Laisse tomber. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, je suis allée dans leur ville, mais pas pour le récital, pour quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu venir. Je suis une enseignante à la retraite de 64 ans d'une petite ville près de Dayton, Ohio. Mon mari est décédé il y a 10 ans. Après ça, il n'y avait plus que moi et mon fils, Martin. Nous étions proches. Il a toujours été un garçon gentil, il a grandi respectueux, travailleur. Nous pêchions ensemble, parlions souvent. J'étais fière de lui. Il a rencontré Amanda à l'université. Je me souviens de la première fois qu'il l'a ramenée à la maison, une fille calme, polie, mais toujours un peu distante avec moi. Pourtant, j'ai essayé de la faire se sentir la bienvenue. Après leur mariage, ils ont commencé à essayer d'avoir un bébé. Ça ne s'est pas bien passé, des années d'essais, de tests, de déchirements. J'étais là pendant tout ce temps, appel tard dans la nuit, pleurs, visite chez le médecin, opération chirurgicale. Je me souviens d'une nuit où Martin m'a appelé et s'est effondré, disant qu'il se sentait comme un échec. Amanda avait cessé de sourire. Je pouvais l'entendre sangloter en arrière-plan. Quand le médecin leur a dit que la FIV était la seule option, ils étaient anéantis. L'assurance ne la couvrait pas. Le premier cycle coûtait plus de 20 000 $. Ils ne les avaient pas, alors je les leur ai donnés. Je n'ai pas hésité. J'avais des économies. Je ne suis pas riche, mais j'avais assez pour ma retraite. J'ai retiré 27 000 $ et je les leur ai remis. Je leur ai dit que c'était un cadeau, sans condition. Martin a pleuré quand je les lui ai donnés. Amanda m'a serré dans ses bras pour la première fois. Elle a murmuré, « Merci ». 1 an plus tard, la petite Grace est née. J'étais là, à l'hôpital. Je l'ai tenue dans mes bras avant même la propre mère d'Amanda. Je pleurais tellement que je ne pouvais même plus parler. J'ai pensé, c'est pour ça que tout ça valait la peine. Pendant un temps, tout allait bien. Ils envoyaient des photos. Je leur rendais visite 1 fois par semaine. J'aidais à changer les couches, je préparais des plats congelés, j'achetais des vêtements pour bébé. J'aimais cette petite fille comme si elle était ma propre chair et mon propre sang. Mais lentement, les choses ont commencé à changer. Au début, c'était subtil. Amanda a cessé de répondre aussi vite à mes textos. Martin n'appelait plus autant. Quand je demandais à leur rendre visite, Amanda disait « Laisse-moi vérifier notre emploi du temps ». Puis je n'avais plus de nouvelles. Je me disais qu'ils étaient fatigués. Être parent, c'est difficile. Je leur trouvais des excuses parce que je ne voulais pas croire ce qui se passait réellement. Puis les fêtes sont arrivées, pas d'invitation pour Thanksgiving, pas de visite pour Noël. Ils ont dit qu'ils faisaient ça en petit comité. J'ai envoyé des cadeaux pour Grace. Pas de remerciements, pas de photos, rien. Ça a empiré. Je n'avais pas vu Grace depuis près de 2 ans. 2 ans. Ma propre petite fille, qui ne me reconnaîtrait même pas si je la croisais dans la rue. J'ai ravalé ma fierté. Je les ai recontactés. J'ai découvert qu'elle avait un récital de printemps à sa maternelle. J'ai demandé si je pouvais venir la voir, m'asseoir au fond, sans attente, juste pour la voir. Amanda a répondu par un texto que je n'oublierai jamais, « Ce n'est pas un zoo. Tu ne te pointes pas quand ça te chante. » J'étais abasourdie. Ma main tremblait. Je l'ai relu encore et encore, pensant que j'avais peut-être mal compris, mais non. C'est ce qu'elle m'avait vraiment dit. J'ai appelé Martin immédiatement, pas de réponse. Puis son texto est arrivé, « Tu n'es plus la bienvenue. » Laisse tomber. Laissez tomber? J'ai payé pour que cet enfant existe. J'étais là quand personne d'autre ne l'était. Je leur ai tout donné ce que je pouvais, non pas parce que je voulais quelque chose en retour, mais parce qu'ils étaient ma famille. Et maintenant, on me traitait comme un déchet sur le trottoir. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis restée assise là pendant longtemps, dans un silence total.
Puis je suis montée dans ma voiture. Je ne suis pas allée au récital. Je n'allais pas mendier des miettes d'affection. Je suis allée dans leur ville pour toute autre chose, quelque chose à quoi ils ne s'attendaient absolument pas, et ça a commencé par une visite discrète au palais de justice du comté de Hamilton. Je suis allée à Cincinnati cette même nuit. Il faisait noir, presque minuit, mais je n'étais pas fatiguée. Je n'avais pas peur non plus. J'avais dépassé tout ça. On m'avait trop poussé à bout, trop blessé profondément, et maintenant je devais protéger le peu de fierté qu'il me restait. Je me suis arrêtée dans un motel près de LI 75, rien d'extraordinaire, juste un endroit pour me reposer et réfléchir. Je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans cette chaise raide près de la fenêtre et j'ai regardé le parking. Sur mes genoux se trouvait un dossier. À l'intérieur, chaque reçu, chaque relevé bancaire, chaque copie du paiement que j'avais fait pour le FIV. J'avais tout gardé, non pas parce que je prévoyais de l'utiliser, mais parce que quand on dépense ce genre d'argent, on garde les preuves. Le lendemain matin, je suis entrée au palais de justice, comté de Hamilton. J'ai demandé à parler à un avocat spécialisé en droit de la famille. Ils m'ont envoyé dans un petit cabinet un peu plus loin. J'ai dit à la femme derrière le bureau que je voulais parler des droits des grands-parents. Elle a cligné des yeux comme si elle ne m'avait pas bien entendu. Je l'ai répété, plus fort, je veux savoir quels sont mes droits. J'ai payé pour que cet enfant naisse, et maintenant ils m'ont exclue comme si j'étais une étrangère. L'avocate s'appelait Nicole. Elle avait l'air jeune mais perspicace. Elle a demandé des documents. Je lui ai tendu le dossier. Elle a tout parcouru, puis s'est rassise dans son fauteuil et m'a regardé attentivement. Vous n'avez pas de droits automatiques, a-t-elle dit. L'Ohio n'est pas facile avec les grands-parents. Mais si vous pouvez prouver que la relation était réelle et que les parents vous ont exclus sans motif, il y a une affaire, surtout si vous les avez soutenus financièrement. Je lui ai tout raconté, comment je changeais les couches, comment je leur rendais visite chaque semaine, comment j'avais ouvert un fonds d'études, comment Amanda ne m'avait jamais aimé. Je lui ai montré les textos. Son visage s'est crispé quand elle a lu celui d'Amanda, ce n'est pas un zoo. Elle avait l'air dégoûtée. Je pense qu'on peut faire du bruit, a-t-elle dit. Au début, il ne s'agissait pas de vengeance. Je voulais juste voir Grace. Je voulais qu'elle me connaisse, même si ce n'était qu'une fois par mois. Je voulais qu'elle grandisse en sachant qu'elle avait quelqu'un d'autre dans son coin. Nous avons déposé une requête officielle de droit de visite. Martin et Amanda ont été assignés 5 jours plus tard. Je ne leur ai pas dit que ça arrivait. Je voulais que ça les frappe comme une gifle. Le soir même, Martin m'a enfin appelé. Sa voix était tendue, en colère. « Qu'est-ce que tu fabriques, maman ?» Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai gardé une voix calme. Je fais ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Tu nous traînes au tribunal. Vous m'avez exclu. Vous avez dit que je n'étais plus la bienvenue. Vous m'avez dit de laisser tomber. Alors maintenant, je m'accroche avec la seule chose qu'il me reste, la paperasse. Il a raccroché. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email d'Amanda, froid et plein de venin, c'est du harcèlement. Tu le regretteras. Je l'ai imprimé, surligné, ajouté au dossier. Les semaines ont passé. Leur avocat a essayé de trouver un arrangement, a dit qu'on pouvait négocier le droit de visite si j'acceptais d'abandonner l'affaire. J'ai dit non à Nicole. Nous ne négocions plus maintenant. C'est alors que j'ai découvert autre chose, quelque chose qu'il ne s'attendait pas à ce que je découvre. Grâce aux documents judiciaires, Nicole a obtenu leur historique financier. Je devais montrer ce que j'avais payé, alors ils devaient montrer comment ça avait été utilisé. Il s'est avéré qu'ils avaient utilisé une partie de mon argent de la FIV pour autre chose, quelque chose qui n'avait rien à voir avec Grace. Pas une facture médicale, pas des frais de clinique. Ils avaient acheté un bateau, un fichu bateau. 5 000 $ de l'argent que je leur avais donné avait servi d'acompte pour un béliné d'occasion qu'ils garaient dans une marina à New Richmond. Nicole m'a regardé, les yeux écarquillés. Vous voulez inclure ça dans le dossier ? J'ai hoché la tête. Ils n'étaient pas seulement ingrats, ils étaient des menteurs. Je n'en avais pas fini.
Après que Nicole a ajouté l'achat du bateau au dossier, les choses ont vite changé. Soudain, leur avocat a cessé d'être poli. Ils ont déposé une requête en irrecevabilité de ma pétition, affirmant que j'étais instable et émotionnellement manipulatrice. Ils ont inclus une liste de textos que j'avais envoyés au fil des ans, des choses comme « tu me manques » ou « j'espère que tu me laisseras la voir bientôt ». D'une manière ou d'une autre, ils ont transformé ça en harcèlement. Ils ont même affirmé que j'avais menacé Amanda. Cette partie m'a brisée. Je n'avais jamais élevé la voix contre elle, jamais juré contre elle, jamais même discuté avec elle en personne. Mais maintenant, elle disait que j'étais un danger pour Grace. Nicole n'était pas décontenancée. Laissez-les jeter tout ce qu'ils veulent, a-t-elle dit. Ils paniquent. Pourtant, ça faisait très mal. Savoir que mon propre fils avait signé cette requête rendait les choses encore pires. J'ai regardé de vieux albums photos la nuit où je l'ai lu. Martin a 6 ans, me tenant la main dans le parc, Martin a 12 ans, soufflant des bougies, Martin pleurant dans mes bras après que sa petite amie de fac l'ait largué. J'ai élevé ce garçon. Maintenant, il faisait tout ce qu'il pouvait pour m'effacer. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que m'exclure avait des conséquences. Un matin, environ 3 semaines après le début de l'affaire, j'ai reçu un appel d'une femme nommée Kendra. Elle a dit qu'elle travaillait à la garderie de Grace. Mon numéro figurait toujours sur la fiche de contact d'urgence. Elle avait l'air nerveuse. « Salut, je sais que je dépasse peut-être les bornes, mais Grace parle beaucoup de vous. Je ne savais même pas qui vous étiez jusqu'à ce que je fasse correspondre votre nom à la fiche d'urgence. » Elle a dit, « Mamie me chantait des chansons. Elle demande où vous êtes. » Je me suis assise par terre dans ma cuisine et j'ai pleuré. J'ai parlé à Kendra de l'affaire judiciaire. Elle n'a pas dit grand-chose, mais avant de raccrocher, elle a dit « Certains d'entre nous voient des choses. Certains d'entre nous parlent. » 2 jours plus tard, Nicole a reçu un tuyau anonyme, Amanda laissait Grace avec une femme non approuvée par la garderie, parfois pendant des week-ends entiers. L'informateur affirmait qu'il s'agissait de la sœur d'Amanda, qui avait un casier judiciaire pour possession de drogue et une situation de logement instable. Nicole a insisté pour obtenir une assignation à comparaître pour les dossiers de garde d'enfants, et ça a marché. Le tribunal l'a autorisé. Ensuite, nous avons eu des photos, Grace dans un complexe d'appartements délabrés, Grace sur la banquette arrière d'une voiture sans siège auto, Grace avec une femme qui avait l'air défoncée et nerveuse, fumant une cigarette près de la porte d'entrée. La mâchoire de Nicole s'est crispée. Nous ne demandons plus le droit de visite. J'ai cligné des yeux. Quoi? Nous allons demander la garde temporaire, au moins jusqu'à ce qu'une enquête complète soit menée. J'étais abasourdie. Je ne m'attendais pas à ça. Je voulais juste voir ma petite fille. Maintenant, on me disait que je devrais peut-être l'élever. Je ne me sentais pas prête, mais ensuite je me suis souvenue de cette petite fille que j'avais tenue dans mes bras à l'hôpital, celle dont ils m'avaient promis que je ferais toujours partie, celle qu'ils avaient utilisée pour obtenir de l'argent et à qui ils avaient ensuite tourné le dos. Si je ne me manifestais pas, qui le ferait? L'audience était fixée. La veille, Martin s'est présenté à ma porte d'entrée, à l'improviste. Il avait l'air fatigué, pâle, épuisé. « Maman, a-t-il dit, on peut parler ?» Je ne l'ai pas laissé entrer. Je suis sortie sur le porche. Il a fourré ses mains dans ses poches, a baissé les yeux. On a tout gâché. Je comprends ça. Amanda, elle se met sur la défensive. Mais le tribunal, vraiment? Je l'ai regardé fixement. Tu m'as dit de laisser tomber. Il a tressailli. Je ne voulais pas dire ça. On était en colère. On pensait que tu essayais de tout contrôler. Vous avez menti. Vous avez acheté un bateau. Il n'a pas répondu à ça. C'est ta fille, Martin. Mais tu as laissé Amanda me traiter comme une étrangère, et tu es resté là pendant qu'elle le faisait. Elle ne voulait pas dire ça comme ça. Arrête. J'ai levé la main. Chaque fois que tu la défends, tu creuses le trou plus profond. Il s'est tu. Puis il a dit quelque chose qui m'a presque coupé le souffle. Nous divorçons. J'ai cligné des yeux. Quoi? Amanda a déposé la demande il y a 2 semaines. Elle a dit que je ne la soutenais pas assez.
Elle a dit que l'affaire avec toi l'avait fait se sentir trahi. Nous partageons la garde de Grace. Je suis resté là, abasourdi. Puis il m'a regardé dans les yeux. Je veux t'aider à la voir. Je suis resté sur ce porche, ne sachant pas si je devais le croire. Mon fils, le même homme qui m'avait dit de laisser tomber, qui avait laissé sa femme m'empêcher de voir ma petite fille, me demandait maintenant de l'aider à obtenir la garde. Tu es sérieux, ai-je demandé. Martin a hoché la tête. Je ne savais pas pour la femme avec qui Amanda laissait Grace. Je ne savais pas qu'elle utilisait ton argent pour le bateau. Je ne l'ai découvert que lorsque l'avocat m'a tout montré. Je te le jure, maman, j'étais aveugle, mais plus maintenant. C'est difficile d'expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'avais attendu des années pour l'entendre prendre mon parti. Maintenant, il se tenait devant moi comme le garçon que j'avais élevé, honteux, effrayé et enfin réveillé. J'ai hoché la tête une fois. Alors prouve-le au tribunal. Le jour de l'audience, nous sommes entrés ensemble dans cette salle d'audience, moi et Martin. Il s'est assis à côté de mon avocate. Amanda est entrée avec son avocat, les lèvres serrées, habillée comme une maîtresse d'école du dimanche, mais elle ne pouvait pas cacher la panique dans ses yeux quand elle a vu Martin à côté de moi. La juge était une femme plus âgée, coriace et perspicace, qui ne plaisantait pas. Elle posait des questions rapidement et attendait des réponses directes. Nicole a tout exposé, mon soutien financier, la preuve des textos d'Amanda, l'achat du bateau, les photos de Grace dans des endroits dangereux, le tuyau anonyme de la garderie et le témoignage de Martin. Il n'a rien retenu. Il a dit à la juge qu'Amanda lui avait menti, lui avait caché des choses, avait contrôlé toutes les décisions concernant Grace. Il a admis qu'il avait été faible et qu'il n'avait pas réussi à protéger à la fois sa fille et sa propre mère. Il a dit, je ne mérite pas la garde, mais je veux qu'elle soit avec quelqu'un de sûr, quelqu'un qu'il aimait avant même sa naissance. Amanda a perdu la tête. Elle s'est levée et a crié à travers la salle d'audience, c'est un menteur. Elle l'a manipulé. Elle l'a toujours fait. Elle le contrôle à nouveau. La juge a frappé son marteau si fort qu'Amanda a sursauté. Asseyez-vous, a aboyé la juge. Amanda s'est assise. Elle tremblait, tout son visage était rouge. Puis est venue la décision. La juge m'a accordé la garde temporaire de Grace en attendant une enquête complète sur les soins et l'environnement familial d'Amanda. Martin a obtenu un droit de visite supervisée. Amanda a été condamnée à subir une évaluation psychologique ainsi que des cours de parentalité. Alors que nous quittions la salle d'audience, Amanda a crié derrière nous, « Tu le regretteras. J'ai créé cette famille. » Je n'ai même pas regardé en arrière. Cette nuit-là, j'ai aménagé l'ancienne chambre de Grace dans ma maison. J'avais encore le berceau rangé dans le grenier. Je l'ai dépoussiéré, j'ai mis des draps propres, j'ai placé son vieil éléphant en peluche préféré près de l'oreiller, celui que je lui avais donné à sa naissance. Quand Grace est arrivée le lendemain avec un représentant des services de l'enfance, elle avait l'air effrayée au début, confuse. Je me suis agenouillée et j'ai dit, « Salut, bébé. C'est mamie. Tu te souviens de moi ?» Elle m'a regardé longuement. Puis sa petite bouche s'est étirée en un sourire. Tu chantais la chanson de la grenouille. J'ai craqué. Je suis restée agenouillée là et j'ai pleuré pendant qu'elle me serrait dans ses bras. Au cours des mois suivants, beaucoup de choses se sont passées. L'enquête sur la parentalité d'Amanda s'est aggravée. Il s'est avéré que la sœur avec qui elle laissait Grace avait été signalée à plusieurs reprises pour négligence envers un enfant. Des drogues ont été trouvées au domicile, des conditions de sommeil dangereuses. Amanda a perdu tous ses droits de garde, un droit de visite supervisé seulement, et même cela a été réduit lorsqu'elle a crié sur un superviseur judiciaire lors d'une visite. Elle a essayé de faire appel. Elle a essayé de jouer la victime, mais tout s'est retourné contre elle. Elle a fini par perdre son emploi après que l'affaire a été ébruitée. Apparemment, un parent de la maternelle a déposé une plainte officielle concernant son comportement instable, et son nom a été retiré de la liste des contacts d'urgence de Grace pour de bon. Martin ne s'en est pas tiré facilement non plus. Le tribunal lui a rappelé qu'il avait couvert Amanda pendant des années. Il a dû suivre des cours de parentalité, une thérapie et des bilans hebdomadaires. Mais il l'a fait,
et lentement, le tribunal lui a permis de reconstruire un droit de visite supervisé avec ma présence. Au début, Grace était méfiante avec lui, mais elle s'est réchauffée. Il a commencé à venir 2 fois par semaine. Il a même demandé s'il pouvait aider à réparer la cabane dans les arbres de mon jardin, celle dans laquelle il jouait quand il était enfant. Nous y avons travaillé ensemble. C'était gênant au début, mais quelque chose dans le fait de marteler du bois côte à côte a rendu le silence plus facile. Un jour, il m'a regardé et a dit, « Tu n'étais pas obligé de te battre pour elle comme ça. » Je l'ai regardé et j'ai dit, « Si, je l'étais. Parce que tu ne l'aurais pas fait. » Il a hoché la tête, l'a accepté, n'a pas discuté. 1 an plus tard, on m'a accordé la garde légale exclusive de Grace, pas temporaire, permanente. Elle vit avec moi maintenant. Elle m'appelle mamie, mais elle sait que je suis plus que ça. Je vais la chercher à l'école, je lui prépare son déjeuner, je l'emmène à ses cours de piano. Nous chantons la chanson de la grenouille tous les soirs avant de dormir. Amanda a déménagé hors de l'État. Pas de nouvelles d'elle depuis des mois. Aux dernières nouvelles, elle a essayé de poursuivre la clinique de FIV pour dommages émotionnels. L'affaire a été rejetée. Elle est ruinée, amère, seule. Quant à Martin, nous y travaillons encore. Il est là. Il se montre. Il essaie. C'est tout ce que je peux demander. Je ne sais pas si j'ai tout fait correctement. Peut-être que j'aurais dû me battre plus tôt. Peut-être que j'ai laissé passer trop de choses. Mais quand cette petite fille m'enlace et me dit « Je t'aime, mamie », je sais une chose avec certitude, ils ont essayé de m'effacer, mais je n'allais nulle part. Et maintenant, ce sont eux qui regardent d'eux.